Hi everyone and welcome. We are joined today by Bonjour à tous et bienvenue. Nous sommes rejoints aujourd'hui par Ian Proud, un ancien diplomate britannique qui a passé les années 2014 à 2019 à l'ambassade britannique à Moscou. Mais le sujet d'aujourd'hui est la guerre en Iran, les objectifs américains, ainsi que les conséquences de cette guerre. Donc bienvenue à nouveau dans l'émission, Ian. Welcome back to the program, Ian. C'est agréable de vous revoir. Et c'était aussi un plaisir de vous rencontrer en personne, à Tbilissi, il y a quelques semaines. C'était très sympa également. That's nice too. Yeah, very much so. Oui, tout à fait. Eh bien, en ce qui concerne l'Iran, ce que j'ai trouvé très remarquable, c'est à quel point les objectifs du côté américain ont beaucoup évolué au cours de la semaine. C'est-à-dire, au départ, ils n'étaient pas censés faire partie de la guerre. Puis la nature du conflit a changé. Il s'agissait d'abord du programme nucléaire, puis il a été question de changement de régime. Ils étaient opposés à un cessez-le-feu, puis ils ont commencé à en promouvoir un. Comment interprétez-vous cette situation? Est-ce le résultat d'intérêts concurrents au sein des États-Unis? Est-ce une façon de composer avec les différentes voix? Ou bien s'agit-il simplement des États-Unis qui adaptent leur politique en fonction de ce qui peut être accompli? Au début, il y avait beaucoup d'enthousiasme quant à la réussite, puis la situation est devenue plus préoccupante. Peut-être parce qu'il s'agissait d'une guerre qu'ils étaient en train de perdre. Quelles leçons tirez-vous de cette guerre? What lessons have you drawn from this war? Eh bien, l'une des principales leçons, qui confirme en quelque sorte ce que je pense depuis un moment, c'est que Trump a une capacité d'attention très limitée et qu'il n'a pas vraiment de stratégie globale en tête. Il n'y a pas de grands objectifs stratégiques pour les États-Unis dans cette affaire. Trump réagit de façon impulsive, comme cela a été le cas lors des frappes américaines contre l'Iran. Ils ont été poussés à agir par le puissant lobby israélien aux États-Unis à la suite de l'attaque d'Israël contre l'Iran au départ. Peut-être que Trump pensait pouvoir clore l'affaire en lançant une frappe militaire brève et intense contre l'Iran, ce qui a précipité le genre de cessez-le-feu que nous voyons actuellement. Mais il n'est pas vraiment clair quel est le plan à long terme. Ce qui ne semble pas être le cas, c'est que les États-Unis aient réellement anéanti, comme Trump l'a affirmé à l'époque, les capacités de recherche nucléaire de l'Iran. Beaucoup de gens craignent maintenant que cela n'accélère que la recherche de la bombe par l'Iran. Si le plan était de mettre fin au programme nucléaire iranien, il ne semble pas vraiment avoir atteint cet objectif. Au contraire, il aura eu l'effet inverse. Tout cela revient, comme je l'ai dit, au fait que Trump est très influencé par le court-termisme et le besoin de plaire et d'apaiser le lobby israélien aux États-Unis. Mais ce que je trouve également intéressant dans cette affaire, c'est qu'en réalité, plus personne ne parle de Gaza. Depuis qu'Israël a lancé son attaque contre l'Iran, l'attention s'est complètement détournée des personnes, des enfants et des civils innocents qui meurent de faim à Gaza. Et s'il y a eu un succès du côté israélien dans cette campagne, c'est bien celui-là. Les gens ne parlent plus de Gaza. Voyez-vous, compte tenu des évolutions entre le début et la fin en termes d'optimisme, car au début, il y a eu ce grand choc et effroi, les Israéliens ont réussi à neutraliser les défenses aériennes iraniennes pendant quelques heures. On semblait supposer qu'il y aurait une paralysie, que tout s'effondrerait en Iran, que tout cesserait de fonctionner, et qu'on pourrait assister à un effondrement similaire à celui de la Syrie, et à un changement de régime. L'idée était donc que l'Iran n'était qu'un tigre de papier qu'on pouvait renverser facilement. Et si l'Iran a peut-être été sous-estimé, il semble aussi qu'Israël ait été surestimé quant à la puissance du dôme de fer, dont on parle depuis si longtemps. Mais s'agissait-il d'une erreur de calcul fondée sur de mauvaises informations ou d'une ignorance volontaire du renseignement? Comment cela a-t-il pu si mal tourner?
Il existe toujours un biais d'optimisme lorsqu'une de ces frappes militaires est menée. On observe des victoires rapides au début et beaucoup y voient le signe d'un succès plus large. Mais si l'on regarde les exemples récents où l'OTAN ou ses alliés ont mené des actions militaires, ils ont tous obtenu un succès militaire rapide, mais se sont retrouvés ensuite dans un bourbier chaotique à long terme, dont ils ont dû se retirer plus tard, dans une situation pire qu'au départ. L'Afghanistan en est un très bon exemple. Les talibans ont été rapidement vaincus en 2003, mais malgré cela, les puissances de l'OTAN sont restées sur place pendant encore 18 ans, presque 20 ans, et ont dû se retirer alors que les talibans étaient toujours au pouvoir. En Libye, en 2011, Kadhafi a été rapidement renversé. Et depuis, cette horrible guerre civile se poursuit sans relâche. La guerre en Irak, en 2003 aussi. Vous savez, Saddam Hussein a été rapidement renversé, mais ensuite les Américains se sont retrouvés piégés dans ce genre de conflit international épouvantable qui a finalement donné naissance à l'État islamique. Ce qui est différent, je pense, avec l'Iran, c'est que certaines de ces mêmes conditions ne s'appliquent pas nécessairement. Il n'y a pas de guerre civile interne en cours, comme cela a éclaté en Irak, et c'est évidemment produit en Libye, où elle se poursuivait de toute façon. Oui. En Afghanistan. Et si l'on compare avec la Syrie, où toutes ces conditions étaient également réunies, une guerre civile interne et de multiples acteurs internationaux, il a fallu, même dans ces circonstances, 12 ans pour tenter un changement de régime en Syrie. Oui, il n'est absolument pas évident qu'un changement de régime soit possible ou probable dans un avenir proche en Iran, car les circonstances sont matériellement différentes. Ce qui semble se passer actuellement, c'est que les attaques d'Israël, soutenues par les Américains, ne vont que renforcer la détermination de l'Iran à ne pas se laisser conquérir. Mais en ce qui concerne les frappes réelles qui ont eu lieu, il y a eu beaucoup de discussions sur la mesure dans laquelle elles ont été couronnées de succès. C'était du théâtre politique. Mais les frappes contre l'Iran, comme beaucoup l'ont soutenu, ont été un échec total. C'est-à-dire qu'elles n'ont touché aucune cible, car celles-ci avaient été vidées au préalable. De plus, cette bombe anti-bunker n'aurait pas nécessairement traversé une immense montagne. Il en va de même pour les frappes de représailles de l'Iran. Elles visaient en grande partie des bases américaines vides au Qatar, ce qui était également symbolique, afin de riposter, mais sans compromettre la possibilité de poursuivre un cessez-le-feu par la suite. Encore une fois, riposter sans escalader. Comment évaluez-vous ces frappes? Car il est évident qu'il y a un manque de preuves fournies. Mais comment évaluez-vous cela? C'est plutôt symbolique. Oui, je le pense. Je crois que les frappes américaines et la riposte iranienne, si l'on peut vraiment les appeler ainsi, étaient toutes deux largement chorégraphiées. Trump parlait depuis plus d'une semaine, peut-être même 2, de la possibilité de frapper l'Iran avant que cela ne se produise réellement. Cela a laissé le temps aux Iraniens de déplacer tout équipement sensible qu'ils pouvaient avoir, ce que, selon les rapports actuels, ils ont effectivement fait. Ces fuites de renseignements du côté américain indiquent que les frappes américaines ont eu un effet assez limité sur le programme nucléaire iranien. Et les frappes iraniennes, en réponse, étaient tout aussi limitées. Vous savez, tout cela était également chorégraphié. Nous en entendions parler par la BBC avant même que les missiles ne soient lancés. La base avait été évacuée à l'avance et la cible se trouvait dans le désert, loin des zones civiles au Qatar, qui auraient pu être touchées par des dommages collatéraux si les missiles avaient été abattus. Les deux semblent avoir été des frappes hautement chorégraphiées.
Mais la question que je me pose est de savoir ce que cela signifiera pour l'opinion publique en Iran, même si ces attaques étaient très chorégraphiées. Je veux dire, je pense que pour les Iraniens ordinaires, ils verront la plus grande superpuissance militaire du monde lancer des armes incroyables sur leur sol, utilisant des bombardiers furtifs que aucun autre pays au monde ne peut se permettre. Je pense que beaucoup auront le sentiment d'être attaqués par la plus grande superpuissance mondiale et que cela est profondément injuste. Cela renforcera leur détermination à soutenir les autorités iraniennes. Très franchement. Donc, la question de la chorégraphie semble être sans importance par rapport à ce que cela signifie réellement pour l'opinion publique en Iran même. Je pense qu'il est clair que certains espèrent que cela va provoquer une forme de trouble, menant à l'arrivée d'un nouveau Shah, attendant dans l'ombre pour revenir et réintroduire l'autocratie royale. Mais il y a très peu de preuves qu'il existe une quelconque volonté pour que cela se produise. Cela ressemble à une autre conséquence, mais cela aurait dû être prévisible. Je pense que cela fait partie de l'illusion. L'idée que si le gouvernement, ou le régime comme on dit, était en difficulté et que des forces populaires se soulèveraient, les bombardements par les États-Unis et Israël seraient plus ou moins accueillis avec des fleurs, un peu comme ce qu'on supposait en Irak et lors du retour du Shah. Toutes ces hypothèses, à mon avis, se sont révélées fausses. Il semble que le gouvernement iranien se soit renforcé, étant donné qu'il y a eu ce réflexe où la population s'est rassemblée contre un agresseur extérieur, ce dont le gouvernement a tiré profit. Mais aussi, sur le plan international, l'Iran a renforcé sa position, je dirais, au cours des 2 dernières années également. Beaucoup de personnes dans la région sont très mécontentes de ce qui a été fait à Gaza. Et il semble que l'Iran, ainsi que le Yémen, et on peut aussi inclure le Liban, aient été plus ou moins les seuls à défendre les Palestiniens, alors que leurs propres gouvernements ont ignoré la situation. Et maintenant, bien sûr, Israël attaque l'Iran. Non seulement l'Iran riposte, mais cela est ensuite interprété par beaucoup comme une obligation pour Israël et les États-Unis de se retirer et d'accepter une paix, compte tenu de la puissance de l'Iran. Il semble qu'à l'issue de cette situation, l'Iran en sortira considérablement renforcé, tant sur le plan intérieur que sur la scène internationale. N'aurait-on pas dû prévoir cela, ou du moins le calculer comme un risque? Oui, encore une fois, cela revient au biais d'optimisme. Nous pensons en fait que le poids de l'économie et de la puissance militaire est de notre côté et finira par l'emporter, même s'il n'y a eu aucun moment depuis environ 1978 où cela a semblé même vaguement probable en Iran même. Donc il y a beaucoup, comme vous le dites, de pensées magiques. Si vous lisez les médias occidentaux traditionnels, ils parlent déjà du fait que la demande de changement de régime est en train de croître en Iran, à la suite de ce dernier échange très théâtral de représailles entre les États-Unis et les Iraniens. Je pense qu'en réalité, le plus grand pas pour l'Iran au cours de l'année écoulée a été de rejoindre les BRICS, et ce que cela signifie pour l'avenir de l'Iran, avec ce que certains appellent la majorité mondiale, en s'alignant avec les Indiens, les Chinois, les Russes et le monde en développement en général. Il y a un sentiment que l'Iran essaie de se normaliser au sein de cette communauté mondiale qui s'éloigne de l'hégémonie mondiale des États-Unis et devient beaucoup plus multipolaire. Je pense que c'est cela, en fin de compte, qui décidera du sort de l'Iran à l'avenir. Mais néanmoins, la passion occidentale pour le changement de régime ne faiblit pas. Je ne sais pas vraiment ce qui l'explique. Si ce n'est pas en Iran, c'est dans d'autres pays, comme la Géorgie, par exemple, ou en Roumanie, ou maintenant en Hongrie. Partout où l'on trouve des gouvernements qui tiennent tête au progressisme libéral occidental, il y a des tentatives en cours pour renverser les gouvernements de ces pays, ce qui est un signe profondément inquiétant
de l'époque dans laquelle nous vivons aujourd'hui. Vous avez également mentionné précédemment que l'Iran pourrait désormais avoir davantage de raisons de poursuivre l'acquisition d'une arme nucléaire, ou du moins qu'il y aurait plus de pression en ce sens. Que pensez-vous que cela signifie pour le traité de non-prolifération et aussi pour l'AIA? Car nous voyons maintenant que le Parlement iranien a décidé de couper les relations avec l'AIA. Ils ont déclaré qu'ils devaient garantir la sécurité de leurs installations nucléaires avant de pouvoir autoriser l'accès de l'AIA, l'agence étant perçue comme divulguant des informations. Mais à quoi vont ressembler le contrôle des armements et les futurs accords nucléaires dans ce contexte? Eh bien, on peut ajouter un autre élément. Il semble que l'argument de Trump soit désormais qu'ils ont détruit le programme nucléaire iranien, et que quiconque dit le contraire, Trump a affirmé qu'ils essayent de le discréditer. Mais s'il n'y a plus de programme nucléaire, il ne reste plus rien à l'Iran. Trump n'a-t-il pas aussi éliminé sa propre raison de vouloir un contrôle des armements ou d'attaquer l'Iran? Je veux dire, comment pouvons-nous commencer à discuter de cela maintenant, alors que ni les Américains ni les Iraniens ne semblent avoir quoi que ce soit à dire à l'autre camp? Oui, c'est tout à fait exact. Et c'est le point que j'ai déjà soulevé. Si le programme nucléaire a vraiment été détruit, alors pourquoi continuer à acculer l'Iran, à promouvoir un changement de régime et à permettre aux Israéliens d'avoir carte blanche pour lancer des frappes préventives contre l'Iran? C'est tout à fait juste. Je veux dire, l'Iran est signataire du TNP, alors qu'Israël ne l'est pas. Nous devons considérer comme un signal d'alarme le fait que l'Iran veuille se retirer de l'AIEA. Heureusement, aucun pays n'a utilisé d'armes nucléaires depuis la Seconde Guerre mondiale. Je pense qu'aucun pays ne devrait développer d'armes nucléaires. Mais, vous savez, en se plaçant du point de vue iranien, lorsqu'ils sont la cible de ces attaques non provoquées de la part d'Israël, soutenues par les États-Unis, on peut comprendre pourquoi, comme la Corée du Nord, ils peuvent estimer qu'il est dans leur intérêt, à des fins défensives, de poursuivre cette capacité, même s'ils ont toujours nié chercher à acquérir ce type de capacité. Cela revient à mon point de départ, sur le court-termisme de Trump. En réalité, pendant son premier mandat, et durant celui-ci, il a évoqué l'idée d'un grand accord de non-prolifération beaucoup plus large avec la Russie et la Chine. Rien ne se passe vraiment à ce sujet, et cette discussion semble avoir été largement abandonnée. J'aimerais donc que nous revenions à cette conversation plus large sur la manière d'instaurer un véritable contrôle des armements dans le monde. À une époque où nombre des instruments du XXe siècle ont été en grande partie démantelés. Eh bien, qu'en est-il de la relation entre les États-Unis et Israël? C'est souvent le centre d'attention des universitaires et des journalistes. Il est très difficile de critiquer Israël aux États-Unis sans subir de répercussions. Il semble presque obligatoire pour les politiciens d'afficher leur soutien indéfectible à Israël. Cependant, certains propos de Trump au cours des 2 derniers jours ont été très virulents envers Israël car ils ont tenté de saper son cessez-le-feu. Encore une fois, Trump pourrait changer d'avis dès demain, mais cela semble avoir ouvert la porte à beaucoup d'autres, y compris à droite, qui se montrent désormais très critiques envers Israël, affirmant que leurs intérêts ne sont pas les mêmes que les nôtres. Voyez-vous une tendance plus large ici, une séparation entre l'Amérique et Israël? Pas un divorce, bien sûr, mais au moins un peu de lumière qui s'immisce entre eux. Je ne pense pas, vraiment. Je veux dire, Trump fait souvent ses déclarations sporadiques sur Poutine et Zelensky à propos de l'Ukraine,
alors que tous les signes montrent qu'en réalité, les États-Unis et les Russes commencent lentement à opérer une sorte de grand réajustement de leurs relations. C'est simplement dans la nature du style de Trump. Je pense que les circonstances qui me font croire que la relation avec Israël est aussi forte que jamais sont premièrement la puissance du lobby israélien aux États-Unis, deuxièmement la tendance islamophobe des États-Unis, évidemment exacerbée depuis le 11 septembre, et troisièmement, ce qui est le plus étrange et déconcertant, c'est cette sorte de dynamique religieuse et culturelle où un nombre croissant de personnes dans le mouvement MAGA affirment qu'on ne peut pas être chrétien à moins d'aimer Israël, ce qui est insensé, étant donné que si l'on lit la Bible, ce sont en fait les Israélites qui ont conduit Jésus-Christ à sa mort. Donc, je veux dire, c'est tout un aspect qui franchement est très spécifique au contexte culturel américain, mais qui semble traverser le courant dominant des politiciens MAGA, illustré de façon particulièrement frappante par l'interview de Tucker Carlson avec Ted Cruz récemment. Oui, Ted Cruz a semblé interpréter cette citation de la Genèse de manière assez créative en la liant à l'État d'Israël. Mais c'est un bon point. Une autre conséquence, ce sont les lignes de fracture qui apparaissent désormais au sein du mouvement America First, car des personnes comme Tucker Carlson, qui a été l'un des principaux soutiens de Trump, sont sorties pour critiquer cela. Et au lieu de prendre en compte ces critiques, Trump a en fait attaqué tous ceux qui l'ont critiqué. Je pense que certains arguments du camp MAGA étaient que Trump est le leader d'America First. Donc c'est à lui de décider ce que signifie America First. Cela semble pouvoir causer des dommages permanents à tout le mouvement qu'il a lancé. Ou penses-tu que ce n'est qu'une question superficielle? Je le pense aussi. Je pense que cela dépend de vous. Je pense qu'en raison de la vanité et du narcissisme essentiel qui motive les actions de Trump, il se considère comme totalement indispensable au mouvement MAGA. Et le mouvement MAGA est en fait une sorte de Donald Trump. Sans Donald Trump, il ne peut plus vraiment se maintenir. Je ne suis pas vraiment sûr que ce soit vrai. Je veux dire, je pense qu'il a exploité une veine très riche de ce type de discours aux États-Unis. Les gens ordinaires, non entendus, de la classe ouvrière de l'Amérique industrielle, qui se sont sentis abandonnés par le progressisme libéral des démocrates et de plusieurs administrations au début du XXIe siècle. Il a donc sans aucun doute exploité ce filon de manière extrêmement profitable. Mais je pense que son erreur est de croire qu'il est totalement indispensable au mouvement MAGA. Je ne pense pas que ce soit le cas. En réalité, je crois qu'il y a un risque qu'avec ces actions de plus en plus imprévisibles, certaines personnes commencent à se demander s'il n'est pas un handicap pour le mouvement MAGA. Un peu comme les gens ont fini par se rendre compte que la démence n'était pas une bonne image pour Joe Biden en tant que président des États-Unis. Qu'il s'en soit rendu compte trop tard est une autre question. Mais je me demande si les fissures que nous commençons à voir maintenant ne sont pas le signe qu'en réalité, un président de 69 ans, qui agit de manière de plus en plus erratique et veut centraliser le pouvoir entre ses mains, n'est peut-être pas une bonne idée pour la force à long terme du mouvement. Eh bien, un autre sujet ou une autre conséquence de cette guerre concerne probablement la relation avec la Russie. Encore une fois, c'est une autre guerre de l'Amérique maintenant. Malgré ce que dit Trump, c'est aussi sa guerre. Selon vous, comment cela va-t-il affecter la Russie en termes de confiance dans la diplomatie américaine ou de préoccupation concernant la tromperie, ou pensez-vous que ce sera plus superficiel? Je veux dire, je pense que les Russes souhaitent voir une relance des relations entre la Russie et les États-Unis. Je ne pense pas qu'ils veuillent que cela se fasse entièrement
au détriment de leurs relations avec la Chine ou d'autres pays du monde en développement. Mais je crois que cette relance est importante pour eux. Si l'on regarde les publications de personnes comme Kiel Dimitri sur X, ils essaient clairement de se montrer en phase avec ce que font les Américains. Pas de manière maladroite, gauche, embarrassante et servile, comme Mark Rutte, vous savez, le secrétaire général de l'OTAN, mais cela peut tout de même encourager une coopération étroite. Cependant, les Russes n'hésitent pas à s'exprimer lorsqu'ils ne sont pas d'accord avec les actions des États-Unis, comme ils l'ont fait concernant l'Iran. Donc, la Russie maintient toujours son indépendance en matière de politique étrangère, étant capable de critiquer effectivement les États-Unis, ce que je considère comme une chose tout à fait saine, franchement. Mais je pense qu'en réalité, Poutine va aborder la question iranienne avec beaucoup de prudence. Il souhaite établir un partenariat stratégique plus poussé avec l'Iran, notamment sur la question de l'énergie, avec un corridor passant par le sud de l'Iran pour l'acheminement du pétrole, du gaz et ce genre de choses. Actuellement, Poutine mise bien plus sur le panier des BRICS que sur celui de la relance avec les États-Unis. Mais malgré tout, je pense que cela reste important pour la Russie. Eh bien, je suppose que ma dernière question serait, considérez-vous que cette guerre est terminée? Avec le cessez-le-feu, à quel point est-il stable? Et aussi, à moyen ou long terme, si la guerre s'est terminée parce qu'elle ne se passait pas bien, pensez-vous que les États-Unis tenteront à nouveau quelque chose à l'avenir avec Israël? Ou, plus à court terme, pensez-vous que le cessez-le-feu va s'effondrer? Eh bien, il est difficile d'appeler cela une guerre, car les États ne sont pas contigus. Israël et l'Iran sont séparés par une certaine distance géographique, si l'on regarde les cartes. Il s'agit d'un échange de frappes aériennes. L'Iran est une petite puissance militaire mondiale sur le plan conventionnel comparé aux États-Unis. Il n'y a aucun avantage stratégique pour les États-Unis à entrer en guerre avec l'Iran. Il est de toute façon difficile d'imaginer une guerre conventionnelle entre l'Iran et Israël en raison de la séparation géographique entre eux et de la volonté des États arabes du Golfe, majoritairement sunnites, de ne pas s'impliquer dans ce genre de conflit. Donc, il n'y a pas de véritable plan ou d'objectif derrière tout cela, si ce n'est l'animosité profondément enracinée entre l'Iran et Israël, qui ne peut être résolue que par des processus diplomatiques, auxquels les gens semblent vouloir échapper dès qu'ils le peuvent. Donc, il n'y a tout simplement pas de plan. Il n'y a aucun réel avantage à ce que les États-Unis pensent essayer de faire en Iran en ce moment, s'ils y réfléchissent vraiment, pour être tout à fait franc. Eh bien, merci pour vos points de vue ici. Je ne cesse de répéter que c'est l'une des guerres les plus étranges que j'ai vues de mon vivant. La façon dont elle a éclaté si rapidement, les escalades, le changement de priorité. Et j'essaie encore de comprendre quelles pourraient être les conséquences à long terme. Donc, oui, merci encore. Merci Glenn, c'est toujours un plaisir de vous parler.